Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui un épisode sur la période à laquelle j'ai failli devenir réactive chien. On va parler aujourd'hui de réactivité et principalement de ma réactivité à moi en tant qu'humaine. Parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré ces derniers mois, ces dernières semaines. Et il me semblait important de consacrer un épisode à ce sujet parce que clairement, ça a été des mois et des semaines qui m'ont été très très difficiles, notamment d'un point de vue perso avec Charlie, mais aussi d'un point de vue pro. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour revenir un petit peu sur le contexte et d'où on part, donc moi j'ai ouvert mon entreprise, vous le savez, en juillet 2022, donc il y a à peu près 6 mois. Sur cette période-là des 6 mois, j'ai eu environ 5 cas, je crois, sur lesquels j'ai été amenée à accompagner sur de la réactivité congénère, sur une problématique de réactivité congénère. Soit c'était affiché, soit on en est venu à travailler ce point-là. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la problématique de réactivité, c'est pas quelque chose sur laquelle je suis spécialisée, c'est laquelle j'ai une formation de base sur le sujet. Je suis capable d'amener les clés, d'identifier des problèmes, d'identifier qu'est-ce qui pose véritablement problème. Je suis formée en tout cas à analyser la situation, à commencer à donner des clés pour qu'au quotidien, déjà, on ait un peu moins de déclenchement et donc une amélioration de la qualité de vie, aussi bien pour le chien que pour l'humain, parce que c'est très stressant. Mais au-delà de ça, ces cas-là, je les ai pris parce que j'avais besoin de m'exercer à ça un petit peu, à ces premières bases. En revanche, pour un suivi très poussé, un travail très poussé de cette problématique-là, généralement, je renvoie vers des collègues. Donc voilà, ça c'est le petit disclaimer de départ, mais ce qui vous explique pourquoi j'ai quand même accepté de prendre en charge ces problématiques parce que déjà elles sont extrêmement courantes, que c'est pas forcément ce pourquoi les gens nous appellent aussi, mais on le découvre après, donc il faut quand même qu'on puisse travailler là-dessus et qu'on sache le faire, c'est important. Donc voilà comment j'en suis arrivée à accompagner quelques chiens et quelques humains sur la réactivité congénère. Ceci étant, pour la plupart de ces cas, je suis quand même très contente de pouvoir dire qu'il y a eu de l'amélioration et une amélioration de la qualité de vie du chien et des humains. Et ça, c'est vraiment le point positif que j'avais un petit peu oublié de prendre en compte ces derniers mois. Donc c'est important que je vous le dise là et que je vous le place ici. C'est que dans 100% des cas, donc sur ces 5 à 7 cas que j'ai pu accompagner, il y a eu de l'amélioration. Donc j'ai accepté d'accompagner ces clients-là durant quelques séances. Et ce qui m'a été très instructif, puisque moi, c'est pas une problématique que j'avais vraiment connue avec Charlie, et c'est plutôt la problématique que je redoutais avec Charlie, parce que j'ai toujours vu la réactivité, et notamment la réactivité congénère, comme le truc absolument à éviter pour moi. Et donc, ça m'a pas été évident de me confronter à ça à titre professionnel, on va dire. Parce que ça implique de voir des réactions violentes entre chiens, etc. etc. Et mais je comprenais pas trop pourquoi au départ ça m'était difficile. C'était émotionnellement waouh. Voilà, je ressortais des séances vraiment lessivée et pas contente de moi. Et je crois que c'est à ce moment-là un petit peu que le syndrome de l'imposteur est arrivé. C'est que je me suis dit, mais en fait, je suis en train de découvrir un problème que moi, j'ai pas eu à gérer avec mon chien, sur laquelle je suis, on va dire, formée sur la base. Je me lance pas sans rien.
Mais voilà, globalement, notre objectif durant les séances, c'est d'accompagner le chien à prendre de la distance, à savoir en prendre, à savoir s'apaiser après, à savoir redescendre après, etc. Donner des clés aux humains pour sélectionner les environnements de balade, mieux répondre aux besoins, etc., etc. Enfin voilà. Globalement, c'est ça qu'on travaille. On ne travaille pas de la mise en contact avec des chiens, on ne travaille pas dans des environnements qui peuvent être... qui seront problématiques. Enfin voilà. En tout cas, pour l'instant, quand j'accompagne des cas de réactivité, je travaille au niveau le plus facile, là où je sais que le chien va être le moins possible en situation d'échec et donc de déclenchement. Néanmoins, la vie fait qu'il y en a quand même. Et le fait qu'il y en ait eu quand même, ça m'a complètement dévastée au départ. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas possible, je fais mal, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, etc., etc. Je me suis beaucoup remise en question. Donc ça, c'était ce qui s'est passé au niveau pro. Donc ça m'a déjà un petit peu ébranlé dans ma confiance en moi. C'est comme ça que le syndrome de l'imposteur a commencé à arriver pour moi. Et puis, dans le même temps, au niveau perso, avec Charlie, il s'est aussi passé des choses. En décembre 2021, donc il y a un an, Charlie a subi une attaque d'un autre chien, où il y a eu morsure tenue. Il s'agit d'un staffy. Donc il y a eu morsure tenue avec du sang, avec un long moment avant qu'on arrive à séparer les deux chiens. On était dans un contexte de balade qui n'aurait pas dû se faire. Je vous épargne un petit peu ce qui s'est passé. Mais en gros, Charlie a envoyé des signaux à l'autre chien qui était très excité, que l'autre chien n'a pas compris. Et ça a fini comme ça. Et cet événement a été très traumatisant, très choquant pour moi. Mais je m'en suis pas rendu compte vraiment tout de suite. Donc ça s'est passé il y a un an. Et puis cette année, en décembre, sur la même semaine, Charlie a subi deux mauvaises rencontres. La première fois, c'était un groupe de chiens qui étaient en libre, en total freeride, qui ont foncé très impoliment sur Charlie. Donc il s'est retrouvé acculé et qui a ensuite été poursuivi par 5 chiens. Voilà. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est d'essayer de le récupérer et de s'éloigner, mais c'était un petit peu compliqué. Et puis, la deuxième altercation, c'était un autre chien qu'on avait déjà croisé pendant la balade, qui, ça s'était plutôt bien passé, et qui, en fait, la deuxième fois, a foncé sur Charlie, l'a plaqué au sol. C'était un très grand chien. Et avec qui, ça a été grosse montée en pression pour tout le monde. Mais voilà. Mais dans ces deux cas-là, dans le premier cas, donc c'était plutôt de la course-poursuite, pas terrible. Et puis le deuxième cas, c'était où le chien essayait de pincer, mais il n'y a pas eu de morsure. Heureusement, merci encore à Solène qui était avec moi d'avoir pu prendre le relais parce que moi j'ai complètement frisé de stress à ce moment-là. Et donc ces deux altercations, ces deux mauvaises rencontres qu'on a fait là en décembre 2022, n'ont pas été sans conséquences pour moi en tout cas, parce que je crois que ça a été un peu le coup de grâce le coup de grâce sur plein de plans, sur le plan perso et sur le plan pro, qui m'ont fait un peu avoir peur des autres chiens quand j'étais en train de me balader avec le mien. Suite à ces deux altercations, j'ai du coup rencontré des semaines un peu difficiles à gérer parce que en fait ces deux événements sont venus brouiller le pro et le perso. Ça m'a vraiment totalement fait perdre confiance en moi sur la question de croisement avec autres chiens, et notamment en présence de Charlie. Et j'ai dû faire face à un problème, entre guillemets, qui m'était propre, parce que, pour vous parler de Charlie, je vous en ai pas trop parlé, mais globalement, de tous ces événements-là, il s'en est plutôt bien remis. Charlie, il a toujours été très bon communicant. À chaque fois, c'est qu'il est tombé sur des chiens qui communiquaient pas bien, qui étaient, pour le coup, là, dans les deux derniers cas, qui étaient complètement laissés en freeride. Dans le premier cas, qui était complètement surexcité et très mal géré à ce moment-là. Donc, pour le coup, c'était pas de sa faute. Lui, il a simplement essayé de s'exprimer en disant stop, arrête, et ça n'a pas été entendu. Donc voilà, il y avait aussi ce côté très injuste que j'ai mal vécu, beaucoup de peur aussi pour Charlie, pour sa reconstruction, pour l'après, pour quel séquelles il va en garder, est-ce que ça va bien se passer avec les autres chiens, etc., etc. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc ça fait
un gros mois et demi que ces dernières altercations se sont passées. Voilà, je le sens prudent, mais comme il l'a toujours été avec d'autres chiens. Charlie, c'est un chien qui a un tempérament assez affirmé. Enfin voilà, il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur de s'exprimer, etc. Mais voilà, il sait aussi très bien passer son chemin quand il sent que ça ne va pas. Il sait aussi très bien faire comprendre que là, il n'a pas très envie, qu'il est dans ses odeurs et qu'il n'a pas envie. Enfin voilà. Voilà, globalement, Charlie, il a une communication très claire et qui ne laisse normalement pas trop de doutes. Mais bon, a priori, ça dépend sur qui on tombe. Voilà, un petit peu pour son mode d'interaction. Donc voilà, à 1 mois et demi après tout ça, Charlie va plutôt bien. Donc bon, je vais vous parler forcément. Il y a eu quelques tensions parce que pour moi, c'est devenu un problème. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je vous assure que Charlie va très bien et que toutes les rencontres qu'on fait se passent très très bien. C'est justement de ça dont on va parler. Ces événements m'ont en tout cas mis dans une situation qui m'a été très difficile à gérer parce que c'est venu en fait mélanger le pro et le perso. Ça a mis le doigt sur le fait que déjà au niveau perso, j'avais très peur pour Charlie de manière un petit peu déraisonnée, on va en parler. Et puis au niveau pro parce que c'était une problématique avec laquelle j'étais pas des plus à l'aise. C'est une problématique que je veux absolument éviter pour mon chien, sur laquelle je suis pas spécifiquement formée à prendre en charge. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, mais en fait, si j'y arrive pas avec mon chien, et puis si ça part en latte avec mon chien, comment je vais faire au niveau pro? Parce que ça veut dire que je suis pas capable de gérer, etc., etc. Et le fait que ça mélange le pro et le perso, en fait, ça m'a fait perdre totalement confiance en moi. Et c'est à ce moment-là que le syndrome de l'imposteur est apparu et que j'ai dû faire face à un problème qui est venu balayer toutes mes incertitudes sur tous les plans. Ça a été très compliqué. Je vous avoue que je suis arrivée aussi à un moment, il y a quelques semaines, là où je suis rentrée de balade avec Charlie en pleurant dans tous mes états, en appelant mon mec et en disant écoute, voilà, là je peux plus promener Charlie. Faut qu'on trouve une autre solution. Faut que tu prennes le relais ou qu'on passe le relais à quelqu'un ou qu'on change d'endroit. Mais je veux plus promener Charlie dans le quartier. Voilà, toutes les rencontres sont pourraves. Moi, je suis en stress perpétuel dès que je mets un pied dehors avec mon chien. Et c'est pas normal et je comprends pas pourquoi j'en arrive là. Et en fait, d'être arrivée à ce point c'est pas un point de rupture, mais en tout cas, d'être arrivée à ce point-là, à ce mal-être-là, avec autant d'intensité, ça m'a fait... je me suis dit, ok, bon là, c'est pas normal, il faut que je fasse une pause, que je me remette en question, que j'en parle et que j'analyse un petit peu tout ça pour voir ce qui se passe. Parce que vraiment, voilà, j'en suis arrivée là. Et effectivement, c'était, je crois, la meilleure décision à prendre. Et donc, je voulais vous partager un petit peu au travers de cet épisode les apprentissages que j'en ai tirés, ce qui s'est passé pour moi à titre pro et à titre perso. Parce que, voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc déjà, à titre pro, le problème que ça a soulevé chez moi, je vous l'ai dit, c'est si j'y arrive pas avec mon chien, et en plus de ça, c'est mon métier. Sur le papier, je suis censée savoir gérer. Donc si j'arrive pas à le faire avec mon chien, c'est que je suis pas du tout capable de le gérer à titre pro en plus. Enfin, donc ça va pas. Donc c'est que je suis un mauvais professionnel, forcément faire n'importe quoi, etc., etc. Après analyse, après discussion avec des copines, collègues, etc., je me rends compte que, en fait, c'est pas du tout vrai et que c'était hyper important de détacher le pro du perso déjà. Ça, c'était le premier point. Quand on accompagne un chien au niveau pro, en tant qu'éducateur, on n'a pas du tout le même affect, on n'a pas du tout la même objectivité et on n'a pas du tout la même manière d'accompagner. Et effectivement, j'ai réalisé que quand moi je suis en séance, je switch, j'appelle ça le switch, pour rentrer en mode éducateur canin, avec ma casquette d'éducateur comportementaliste. C'est-à-dire que je passe en mode accompagnement, j'écoute, je conseille, je montre, je rebondis sur les problèmes qu'on rencontre, je m'ajuste. Et en fait, je crois que c'est cette posture professionnelle qui rend mon intervention efficace. Or, ce que j'avais pas vraiment admis, c'était que cette posture professionnelle, forcément, je l'ai pas quand je suis toute seule avec mon chien. Parce que c'est du temps off, c'est du temps que je passe en famille avec mon chien. Et je suis en train d'accompagner personne. Donc forcément, je n'utilise pas le même vocabulaire, je n'utilise même pas du tout de vocabulaire quand je suis toute seule avec mon chien. Je suis pas en train de me montrer des exercices, etc., etc. Ce que je fais, c'est plutôt des automatismes que je tire de mes formations, etc., mais effectivement, mes peurs, elles sont beaucoup plus susceptibles de venir prendre le dessus que quand je suis en mode professionnel, en séance, en train d'accompagner des gens, parce que la figure de référence, dans ces moments-là, c'est censé être moi. Ce qui n'est pas le cas quand je suis toute seule avec mon chien. Et ça fait une grosse différence, j'en avais pas vraiment pris conscience. Donc voilà, mais pour en avoir parlé avec plusieurs éducateurs, je pense qu'on s'accorde tous à dire que c'est plus facile d'être éducateur canin,
qu'être éducateur de son propre chien quand on est les deux. Parce que voilà, c'est pas le même boulot, quoi. C'est pas le même boulot, c'est pas la même posture, et forcément, ça change énormément la donne. Donc, prendre conscience de ça, déjà, au niveau pro, ça m'a énormément soulagée, ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'a permis de me dire, en fait, mon problème, il est pas pro, il est pas au niveau de mes formations, il est pas au niveau de mes capacités à accompagner, il est pas au niveau de ma posture professionnelle, parce que ça va bien, et les résultats sont là, je vous le disais. Mon problème, il est vraiment au niveau perso, et il est vraiment à mon niveau à moi, même pas au niveau de Charlie, il est vraiment à mon niveau à moi. Et donc voilà, et donc ça m'a été d'un grand soulagement, notamment au niveau de mon syndrome de l'imposteur, qui a pu un petit peu s'effacer grâce à ça. Donc séparer le pro du perso, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que les deux sont pas forcément liés. Voilà, d'un point de vue plus personnel, quand je me suis penchée sur la question et que j'ai tenté d'analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a fait jouer chez moi, je me suis bien sûr fait accompagner par pas mal de monde, j'en ai parlé beaucoup autour de moi et notamment à ma psy, c'est comme ça que j'ai pu pas mal prendre conscience des choses. Je me suis rendu compte qu'en fait, ces événements ont mis le doigt sur un besoin de contrôle important que j'ai vis-à-vis de Charlie et qui pallie à ma peur de perdre. Voilà, j'ai perdu malheureusement des animaux avant d'avoir Charlie et je crois que cette peur, elle m'investit d'une mission d'autant plus forte à chaque fois qu'on perd un animal, je crois, ou quelqu'un d'autre, de protéger. Et jusque-là, c'est plutôt normal. Voilà, on ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose, on veut pas qu'il se blesse, on veut pas qu'il blesse d'autres gens, etc., etc. On veut pas le perdre, donc on le protège et pour ça, on essaie de contrôler l'environnement. C'est à peu près normal à partir du moment où c'est conscient, rationnel, parce que moi, dans mon cas, j'ai un peu oublié qu'on ne pouvait pas tout contrôler. Voilà, ces événements-là, en fait, ils ont fait grandir cette peur de le perdre. Parce que ça a ravivé le traumatisme de l'année dernière, où il y a eu du sang, c'est tout bête, mais la vue du sang m'a fait très peur. Et puis cette sensation horrible, j'ai vraiment ressenti le truc, voilà, mon chien va mourir devant moi et je peux rien faire. Et c'est terrible comme sensation, ça m'a été très traumatisant. Et donc ces événements m'ont fait réapparaître ça, et donc on fait grossir cette peur de perdre mon chien, qu'il lui arrive quelque chose en tout cas. Et donc, en réaction à cette peur, mon besoin de contrôle, ce besoin de protection a grandi lui aussi pour devenir un peu de la surprotection, dans le sens où je me suis mise à anticiper beaucoup de choses et où je me suis rendu compte que là, je partais complètement en latte, en fait. Le point de rupture dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel j'ai appelé mon mec en lui disant « stop, en fait, là, j'y arrive plus ». Je suis trop stressée à partir du moment où je mets un pied dehors avec Charlie, je prends plus du tout plaisir à le promener, etc. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, que je me pose sur la situation, que j'analyse. Parce que c'était pas normal d'en arriver là. Ça m'était jamais arrivé et c'était pas du tout ça que je voulais, du tout. Donc voilà, donc j'ai compris que ça partait en latte à ce moment-là. Et en analysant ça, en fait, voilà, je me suis rendu compte que plus la peur augmente, plus on se laisse dicter par cette peur qui augmente, plus on va réagir de manière automatique pour contrôler cette peur et essayer de l'apaiser. Là, dans ce cas précis, c'était le besoin que j'avais à ce moment-là. Donc, je m'en veux pas. J'essaie de ne pas culpabiliser d'avoir géré ça de cette manière. Mais je suis contente d'avoir déconstruit un petit peu le truc, détricoté l'histoire et d'en avoir pris conscience. Sur ces dernières semaines, j'en étais vraiment arrivée à un point où j'avais le cœur qui s'accélère à la vue du moindre chien, alors même que Charlie ne l'avait pas vu. J'en suis arrivée à éviter le plus de rencontres possible, à mettre de la tension sur la longe aussi de manière, je pense, assez déraisonnée des fois, avec la volonté de me dégager le plus rapidement possible d'une situation, alors que là, c'était pas vraiment le moment opportun et qu'en fait, j'ai juste ajouté de la tension là où il n'y en avait pas à la base. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans un cercle vicieux vraiment pas terrible. Parce que, effectivement, là, avec ces quelques semaines de surréaction de ma part, que là, ça commençait à devenir problématique pour Charlie et que je voyais ses réactions changer un petit peu, être un peu plus tendues, être un peu plus en alerte, un peu plus sur le qui-vive, ce qu'il n'avait pas avant. Et je me suis dit, waouh, attends... là, ça va pas. Et là, je me rends compte que c'est moi qui ai changé le comportement de mon chien. C'est pas mon chien qui a changé, malgré les mauvais événements qu'il a rencontrés. Et donc, prendre conscience que mes actions étaient dictées par cette peur irrationnelle de le perdre,
C'était important parce que ça m'a permis de me rappeler, de me souvenir que en fait c'est la vie et qu'on peut pas tout contrôler et que on peut mettre en place plein de choses, on peut aménager plein de choses pour aider son chien, pour s'aider soi aussi et pour faire en sorte que les choses se passent au mieux, mais on ne peut pas tout contrôler. On peut pas rencontrer toutes les rencontres que le chien va faire. On peut pas à partir du moment où un chien vit des aventures, va dehors, se promène, a une vie la plus épanouie possible, bah forcément, on l'expose à un risque. Et le risque zéro, bah, ça n'existe pas. Sur 15 ans de vie, c'est quasiment inévitable. Il y aura forcément des hauts et des bas. Et j'avais un peu oublié ça. J'avais aussi un peu oublié qu'il était capable de gérer, en fait. Et que si je lui faisais confiance, il en était tout à fait capable. Et j'ai aussi oublié que ça fait 3 ans, en fait, que je travaille sans relâche à ça. Et donc, qu'il n'y a pas de raison, en fait, que ça se passe mal. Sauf, évidemment, en cas exceptionnel où il tombe sur des chiens mal codés, pas bons communicants, qui n'écoutent pas ses signaux, comme ça a été le cas dans les 3 cas que je vous ai mentionnés. Globalement, Charlie, il a 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi que je travaille sans relâche le fait qu'il soit sociable, qu'il soit à l'aise dans un maximum d'environnement, qu'il soit bon communicant. Et donc, effectivement, en fait, il en est capable. Et ces derniers jours, ces dernières semaines où j'ai pris un peu plus conscience de ça, je l'ai laissé un peu plus gérer, un peu plus me montrer de quoi il était capable. Et effectivement, il est complètement capable. Donc voilà, c'était important pour moi de vous partager ça parce que ça s'est vérifié ces derniers jours et que, en fait, en prenant conscience de tout ça, j'ai pu me détendre. J'ai pu beaucoup plus lui faire confiance, le voir sous un nouvel œil et voir qu'en fait, il était capable de se débrouiller quand c'était OK et qu'il était aussi capable de se sécuriser en revenant vers moi quand ça l'était plus. Parce qu'en fait, c'est ça que je lui ai appris sur ces 3 dernières années. Et c'est une vraie victoire, je crois, que j'avais vraiment oublié de célébrer. Donc voilà ce que ça m'a appris au niveau pro, c'est-à-dire que le pro et le perso ne sont pas liés et qu'en fait, au niveau pro, globalement, tout va bien. Au niveau perso, ça m'a appris que c'est normal d'avoir des peurs, mais que il faut au maximum être conscient de ces peurs et ne pas se laisser dicter par ces peurs grandissantes et irrationnelles, et accepter aussi qu'elles soient là quand elles le sont. Et puis, l'autre leçon que je tire de cette expérience, c'est l'importance de s'accorder des pauses. C'est grâce à ça que j'ai pu tirer les deux enseignements antérieurs. S'accorder des pauses à soi et à son chien, pour moi, c'est vraiment ça la clé. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on sort un petit peu la tête de l'eau, on s'écarte un petit peu du problème, non pas pour l'éviter à tout prix et pas s'y confronter, mais plutôt pour pouvoir réfléchir, s'apaiser, poser les choses, discuter, verbaliser, mettre en mots le problème qu'on rencontre et pour pouvoir travailler dessus, en fait, pour pouvoir prendre conscience des choses et aménager au mieux. Donc, je voulais, pour finir cet épisode, simplement vous parler des choses que j'ai mis en place pour m'accorder cette pause nécessaire. La première, je crois que ça a été d'en parler, de ne pas garder ça pour moi. Donc, j'en ai parlé à mon mec, j'en ai parlé à ma psy, j'en ai parlé à mes copines qui sont aussi éducatrices, j'en ai parlé à des gens aussi extérieurs pour avoir leur avis. Et donc déjà, rien que ça me permet de me dire qu'il y a un problème et que cette situation, elle n'est pas normale et qu'à partir du moment où moi, je sors stressée avec mon chien, on n'est pas dans une situation confortable et donc qu'il y a forcément des choses à mettre en place. Donc déjà, d'en parler et d'essayer de faire des ponts entre les choses et prendre conscience de ces peurs-là, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. La deuxième, c'est peut-être de pouvoir déléguer quand on peut. Il y a quelques balades que mon compagnon a pris en charge parce que je préférais que ce soit lui qui prenne le relais et j'en avais besoin à ce moment-là. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de déléguer, que ce soit juste à quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vit avec vous, ou un pet-sitter, un professionnel qui peut venir promener votre chien à votre place quand vous rencontrez ce genre de problème-là, ça peut être hyper, hyper important et hyper précieux. Et puis en tout cas, sortir la tête de l'eau, encore une fois, et s'accorder un moment de tranquillité où pendant un jour ou deux, là, on arrête de stresser dès qu'on met un pied dehors. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les balades dans un contexte plus simple, entre guillemets, j'ai envie de dire. Notre cas, ça a été des balades en pleine nature, avec beaucoup d'espace, avec beaucoup moins de croisements. Donc, c'est-à-dire sélectionner les lieux de balade et des horaires aussi appropriés où il y aura beaucoup moins de monde. Ça, je crois que c'est toujours ce qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je suis quelqu'un d'assez sociable et j'aime bien voir du monde, être entourée de monde. Mais j'apprécie quand même de pouvoir me ressourcer dans des moments de calme comme ça où il y a juste mon chien, moi et la nature et on profite
en silence, on marche tranquillement et on s'accorde vraiment ce temps-là de reconnexion à nous-mêmes qui est vraiment génial. Donc ça, les balades nature, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène en plus de tout ce que je viens de vous parler. Et puis le dernier point, c'est de faire des balades avec des copains. Quand vous rencontrez des problèmes liés notamment aux relations avec les congénères, faire des balades avec des chiens en qui on a confiance, où on sait qu'on va avoir des interactions, des communications qui sont saines, c'est hyper, hyper important parce que ça permet de revenir un petit peu à la base, à un socle où on sait que la communication se passe bien. Et ça permet au chien aussi de se souvenir comment on fait plutôt que de le laisser galérer face à chaque nouvelle situation qu'il a du mal à gérer et envenimer le problème. Voilà un peu le panel de tout ce que j'ai pu mettre en place pour aider Charlie, mais en fait m'aider moi, parce que c'était plutôt moi qui avais un problème. Au jour où je vous parle, je suis hyper contente de vous dire que globalement ça va quand même beaucoup mieux, que quand j'arrive à faire confiance à Charlie et à me détendre, voilà, c'est un non-événement, un non-problème. Donc, je suis plutôt reconnaissante d'avoir vécu tout ça au final parce que c'est ces événements-là qui m'ont permis de mettre le doigt là-dessus. Je voulais, au travers de cet épisode, vous parler de l'importance de s'accorder des pauses, que ça soit à soi ou à son chien, parce que c'est aussi un bon moment de pouvoir se reconnecter au positif. Quand on commence à rencontrer un problème de ce genre, là, comme j'ai pu rencontrer, je sais qu'il est très, très facile de sombrer dans un état d'esprit, en tout cas négatif, où on ne voit que ce qui ne va pas, que ce qui nous pose problème, on ne voit que le stress. On est vraiment submergé par la peur. Moi, dans mon cas, c'était vraiment ça. C'est que je ne me rendais pas compte que j'étais vraiment submergée par la peur et que j'agissais complètement en réaction à cette peur-là. Donc le fait de prendre des pauses aussi, de prendre du recul sur la situation, ça permet de repositiver les choses, de se rendre compte de ce qui va, de ce sur quoi on peut s'appuyer, que ce soit les copains, les balades en pleine nature, en parler, déléguer. Tout ça, c'est vraiment précieux et faut vraiment pas s'en priver parce que c'est grâce à ça, je trouve, qu'on peut aller de l'avant et grandir de toutes ces expériences-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que je ne suis pas devenue réactive chien, heureusement, mais que j'en suis passée pas loin. Si je m'étais pas arrêtée 2 minutes et si j'avais pas levé la tête du guidon 2 minutes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère que cet épisode vous aura servi, que vous serez peut-être reconnu dans certains de mes propos. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!